Alors, quelques mots donc sur l'ethnocritique. Alors, je parle la première, mais la séance sera donc une séance effectivement autour de l'initiation et de l'ethnocritique. Alors, je me permets de commencer par un petit cadrage général, voilà, pour frayer la voie à mes collègues tout à l'heure. Alors l'ethnocritique, donc notre démarche d'analyse littéraire, donc s'inscrit dans le sillage d'une anthropologie du symbolique, héritière de Lévi-Strauss, contemporaine des travaux de Françoise Héritier, des travaux d'anthropologie historique aussi à l'Abdalnaquet, Vernon, etc., et des avancées en sémiolinguistique. C'est une anthropologie des sociétés occidentales modernes pour laquelle, en effet, la construction de l'identité sexuelle a pu se dire en termes d'initiation. Le terme est à entendre dans une acception non essentialiste, toujours historiquement située, comme le processus de socialisation d'un individu par l'apprentissage des différences de sexe, d'état, de statut. Alors je rappelle l'expression que ces anthropologues ont contribué à populariser. Les sociétés font les filles, je pense aux travaux d'Yvonne Verdier par exemple, où elles font les garçons, et je pense à Daniel Fabre dont on va parler ce matin. Cette initiation, dramatisée dans des rites pubertaires dans les sociétés antiques ou lointaines, est le plus souvent considérée comme invisible dans nos sociétés, mais c'est bien d'une initiation dont il s'agit. Si l'on est fait fille ou si l'on est fait garçon, si l'on se fait fille ou si l'on se fait garçon dans la transmission de savoirs positifs, ce long processus de façonnage résulte aussi d'un ensemble de croyances, de préceptes, de pratiques appris par corps plutôt que par cœur. Je renvoie ici aux belles études de Daniel Fabre, consacrées à la question La voix des oiseaux, Sophie en parlera, Le maître et l'oiseleur, dans lesquels l'ethnologue revient sur les intrications dans les mondes modernes dans nos mondes modernes et alphabétisés entre ce qu'il nomme l'enfance oiseau et l'enfance livre. Si le point de départ de sa réflexion est sa propre jeunesse, celle d'un garçon d'une petite ville française, Carcassonne, dans les années 1950-60, qui passe ses étés à la campagne, il montre bien que cette jeunesse s'inscrit dans une histoire plus longue. Alors, je fais référence ici à son chapitre intitulé « Une culture paysanne » et le sous-chapitre « Faire les garçons ». C'est votre document 1, que je ne lirai pas, mais vous avez des extraits de cet article très important. Daniel revient sur l'histoire longue de cette jeunesse masculine qu'il prolonge en ayant conscience de ses mutations, bien entendu, jusque dans les sociétés très contemporaines. Je vous invite à écouter sur Internet sa dernière conférence sur le sujet, intitulée précisément « L'invisible initiation », dans le cadre du campus Condorcet à l'École des hautes études en décembre 2015. Daniel Fabre la débute en évoquant une enquête récente réalisée par des psychologues sur les pratiques violentes des garçons dans les cours d'école, en ville et maintenant, et leur résistance plus forte que celle des filles aux impositions scolaires. Alors pour le dire vite, la construction du garçon se fait dans et par une série de passages, au sens du mot dans l'expression rite de passage, au cours desquels il explore les grandes frontières anthropologiques qui fondent les groupes sociaux et fait le détour par l'autre, par toutes les formes d'altérité. L'autre en particulier, donc les trois grandes altérités constituent les groupes sociaux, l'autre sauvage, l'autre mort, l'autre féminin. Alors, vous avez ici des extraits de Faire des garçons. Alors, je n'ai pas le temps de les lire, mais vous retrouverez cette idée que le garçon, à un moment donné, s'éloigne du foyer et du féminin en bande. C'est une initiation souvent collective. Et il doit en explorer, de manière, c'est à la fois matérielle et symbolique, une série donc de grandes frontières. Alors, Daniel revient ici sur les trois principales. La première donc oppose l'univers domestique et l'univers sauvage, entre guillemets, l'en dehors en gros de la maison et de la cité, berger, arbre. Et c'est là que débute la voie des oiseaux, grimper aux arbres, dénicher les oiseaux, parler aux oiseaux. Sophie y reviendra. La deuxième limite, et on en a un peu parlé hier, notamment avec le thème de la mascarade, on y reviendra de toute façon j'imagine, consiste à explorer aussi l'exploration entre le monde visible et invisible, entre les morts et les vivants. Les jeux des garçons autour de la mort, du risque, au cimetière, dans les mascarades.
Et enfin, la dernière limite, qui est la plus importante sans doute, parce qu'elle subsume les deux autres, c'est la limite qui sépare le féminin et le masculin, et qui passe aussi par ce détour par le féminin, notamment sous le mode parodique. Alors, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais cette dernière différence est sans doute la plus importante parce qu'elle subsume les autres, elle est en rapport d'homologie avec les deux autres, mais de celle-là dépend évidemment peut-être la survie du groupe, en tout cas si on la place dans une histoire, et comme elle a été pensée, la place des uns et des autres, la fondation des foyers nouveaux, les règles sociales de l'affiliation et de l'alliance. En gros, le parcours du garçon est un parcours de différenciation. S'il faut en passer par là, dans cette phase entre deux, rituellement et ponctuellement, il doit finir par ne plus être sauvagé, ne plus être un mort, ne plus être une femme. En ethnocritique, je rappelle que nous sommes des littéraires qui travaillons avec l'anthropologie et avec des anthropologues. Nous avons trouvé un vrai profit interprétatif à nous servir de ces études pour penser la trajectoire des personnages. En réalité, notre hypothèse de départ est plus large. Nous expérimentons depuis un certain nombre d'années l'idée qu'il y a possiblement une homologie structurelle et fonctionnelle entre le récit littéraire, ou certains d'entre eux, et le rite de passage en particulier. Le roman moderne, dont Lucien Goldman a pu dire qu'il était à la fois une biographie individuelle et une chronique sociale, présente souvent de nombreuses scènes de rite, plus ou moins bien accomplies, ce que pointait déjà Philippe Hamon en les analysant comme des carrefours du normatif, mais qu'on peut lire aussi comme des marqueurs typologiques, tout autant que génériques, qui en disent long sur la poétique culturelle du récit et le degré de socialisation du personnage. Nous sommes allés en ethnocritique jusqu'à nous demander si l'on ne pouvait pas parler de grammaire rhitique du récit, c'est une expression de Jean-Marie Privat, en tout cas de structuration rhitique du récit. En somme, nous avons tenté de balayer la problématique depuis le niveau des rites dans le récit jusqu'à celui des rites du récit et du récit comme rite. Alors le rite de passage, je n'ai pas le temps de développer, c'est énormément d'études, mais disons que ce qui m'intéresse ici, c'est surtout sa séquenciation, qui vient de Van Gennep dans son ouvrage fondateur dans le rite de passage, repris par Turner, et puis qui a été repris et discuté, mais néanmoins cette séquenciation reste quand même très heuristique. Donc cette séquenciation en 3 phases: séparation, marge, où le passant s'expérimente autre pour devenir soi, voire ce que je viens de dire précisément de la marge adolescente, et phase d'agrégation. Je vais y revenir à partir de mon exemple. Dans le roman moderne, en gros, le roman moderne, depuis Don Quichotte et la princesse de Clèves, jusqu'à maintenant, dans le roman moderne, qui, selon nous, ne cesse de dire quelque chose de cette initiation, au sens que nous lui avons donné, les personnages se trouveraient amenés, d'une certaine manière, à traverser une ou plusieurs étapes de marge, mais certains d'entre eux ne passent pas, et c'est à ces figures bloquées sur les seuils, figées dans un entre-deux constitutif et définitif, inachevé, si l'on veut, du point de vue de la culture, que j'ai proposé il y a quelques années d'apposer l'étiquette de personnage liminaire. Ce personnage ne revient pas, en fait, de la phase d'altérité, du détour par l'autre. Il est, selon les circonstances et les contextes, un non-initié, un mal-initié, voire, à cause de cela précisément, un surinitié. Nous avons commencé à construire une typologie, Bertrand en parlait, de ce type de personnage, l'éternelle jeune fille, la vieille fille ou le vieux garçon, l'idiot, le saint ensauvagé, et à étudier leur rôle et leur fonction dans les narrations. Ce personnage est souvent un faire-valoir négatif par rapport aux autres personnages. C'est un gardien des seuils et un opérateur des passages pour les autres, alors que lui-même ne passe pas. Il peut être, dans certains cas, un trickster et faire basculer dans une nouvelle cosmologie. Alors que le roman réaliste archive les anomalies, c'est l'expression de Yuri Lotman, ou qu'il présente des héros problématiques, Lukács, on le savait déjà. Ce roman réaliste, moderne, est presque par définition dysphorique. Disons que notre propos est de qualifier ces processus en termes plus anthropologiques de liminarité, qui ont l'avantage de toucher assez directement aux problématiques ici débattues. Alors je voudrais maintenant vous en faire la démonstration à partir d'un roman connu de tous,
pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs, et particulièrement des ethnocriticiens, hein, puisqu'il sert d'exemple filé depuis 30 ans au fondateur de la démarche, hein, Jean-Marie Privat, c'est Madame Bovary. Et plus précisément le personnage de Charles, hein, Charles dont on se souvient de la très chahutée entrée au collège et à Rouen, hein, à la ville, et dans le roman, hein, c'est l'incipit du roman, dont on connaît les infortunes conjugales, Bovary le bovin, qui rumine tranquillement son bonheur, je cite, loin des velléités modernes d'émancipation d'Emma. Charles, le brave garçon, c'est dans le texte, hein, précisément, hein, alors vous me direz que ma communication est déjà faite, hein, qu'il n'est nul besoin d'aller plus avant pour affirmer que le roman de Flaubert est bien, ironique si l'on veut, hein, est bien un procès en virilisation. Mais ce qui m'importe, c'est surtout de voir si procès il y a vraiment, comment ce procès s'instruit. Je suis une littéraire, donc c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Alors, j'y arrive, donc, ce second point concerne donc la mauvaise initiation de Charles. Alors, je commencerai par signaler déjà, sans m'y attarder, un phénomène génétique, c'est l'expression qu'on utilise en théorie littéraire, intéressant, relative à la prime jeunesse de Charles. C'est le fait que Charles connaît dans les brouillons, vous savez que Flaubert a fait énormément de brouillons, ce qu'on appelle l'avant-texte, les avant-textes, et que pour un roman comme Madame Bovary, vous avez des centaines et des centaines, des milliers de pages. Et chaque page correspond dans les brouillons à des dizaines de versions, enfin une dizaine de versions. Dans les brouillons, Charles connaît une jeunesse oiseau détaillée, et dans les termes mêmes qui sont ceux de Daniel Fabre. Vous avez le document 2, j'ai pas le temps de regarder, vous aviez même une page avec les ratures, mais elle ne figure pas. Il y a plusieurs variantes expansées, où le garçon vagabonde, attrape les oiseaux, sonne les cloches, enfin tout y est. 33 items au moins, hein. Et puis, dans le roman, vous avez ici, alors vous avez une des variantes au brouillon, c'est celle-ci, et puis là, vous avez ce qui reste dans le roman, 10 lignes. 10 lignes. Donc, cette enfance paysanne et buissonnière se réduit à une dizaine de lignes dans la version définitive. Alors, les raisons de cette euphémisation sont de différents ordres. Ne pas trop empaysanner Charles, hein, et son roman. Ne pas accorder à Charles trop de place par rapport à Emma, qui est quand même l'héroïne principale. Il y a aussi des raisons esthétiques, hein, stylistiques, mais il y en a peut-être d'autres qui relèveraient de notre démonstration ici. Si Flaubert connaît manifestement bien la voie des oiseaux, il a peut-être rêvé de la parcourir, lui, l'enfant de la grande bourgeoisie urbaine. Il décide in fine de ne pas faire vivre cette jeunesse oiseau jusqu'au bout à Charles. Contrairement à son dernier personnage, Saint-Julien l'Hospitalier, des Trois Contes, qui est un saint chasseur, roiseleur, et vous avez des pages entières sur cette éducation à la sauvagerie ou à l'ensauvagement. Ici, rien du tout, il l'enlève, hein, il en enlève une grande partie. C'est donc aux garçons, aux entrées laborieuses, qu'il choisit plutôt de nous confronter. Surtout dans ce chapitre d'ouverture, le premier chapitre, entrer dans la ville et au collège, on vient de le dire, dans les études, dans la vie adulte, en usant même, ça m'a intéressé beaucoup, du terme initiation, où, au moment où il narre les premiers dévergondages de Charles étudiant, mais ce terme est assorti d'emblée d'une modalisation bien intéressante. Le narrateur écrit « c'était comme l'initiation au monde ». Comme l'initiation au monde. Alors, je vais entrer plus avant dans les modalités de ce comme, et c'est à partir du début du chapitre 2, le chapitre suivant, hein, les entrées de Charles dans le roman, hein, que je vais travailler. C'est le moment très important où Charles, marié à la veuve du Buc, s'en va, chemin faisant, c'est dans le texte, sur un chemin forcément de traverse, faire la rencontre d'Emma. C'est le document 3. Alors, vous avez l'extrait en entier. Charles reçoit, c'est le début du chapitre 2, il reçoit une lettre du père Rouault qui s'est cassé la jambe le jour de la fête des rois. On est dans la nuit, il reçoit ce courrier, il est devenu médecin de campagne, hein, si vous voulez, officier de santé, il s'est marié donc avec la veuve du Buc, il est installé, il reçoit ce courrier et donc il va traverser la campagne pour arriver jusqu'à Emma. Et la fin du passage, c'est la jeune femme qui l'accueille à la ferme des Berthaud. Alors, ce passage, je l'ai intitulé, au fond j'y reviendrai, Le Demain dès l'aube de Charles ou de Flaubert. Alors, en apparence, ce passage nous donne à voir
Donc, en apparence, le terme est dans le texte, la ferme Rouault est une ferme de bonne apparence. Le texte nous donne à lire une campagne normande bien campée. Vous y retrouvez tout, je vais vite, c'est le début. Vous avez un univers rural bien dessiné, une maison dans un bourg, avec ses mœurs conjugales, son personnel, le médecin de campagne, son épouse, une bonne nommée Nastasie, le valet d'écurie, un garçon de ferme, etc. Un fermier et sa fille. Vous avez un paysage normand extrêmement décrit, minutieusement décrit, avec ses chemins de traverse, ses haies d'épines, ses sillons, ses ornières. Bref, une plate campagne qui s'étale à perte de vue, trouée à intervalles réguliers de bouquets d'arbres, une nuit pluvieuse et froide d'hiver. Mais très vite, on se rend compte que certains détails rustiques apparaissent un peu trop rustiques, un peu trop précis, trop curieux en tout cas pour être seulement réaliste ou seulement référentiel. Le cheval du commis qui apporte la lettre, vous aurez le temps de lire ça chez vous, s'arrête, mais c'est vraiment étrange, juste à la porte. Bon. Nastasie ouvre les verrous l'un après l'autre. Le commis au bonnet porte un bonnet de laine à houppe grise. Il entre tout à coup derrière elle. La nuit est noire et Charles part pour les Bertaux au lever de la lune. Sur son passage, des oiseaux se tiennent, je lis toujours le texte, immobiles, lissant leurs petites plumes au vent froid du matin, dans l'odeur verte de la rosée. Puis, donc odeur verte, puis un enfant prend ses sabots dans les mains et se met à courir devant lui. Une étrangeté latente, me semble-t-il, nous semble-t-il, non dénuée de poésie, se dégage d'un texte qui semble à double fond, voire à triple fond en réalité, d'ici et d'ailleurs. L'altérité était déjà signifiée par l'usage des italiques. Nastasie, en patois, c'est une abréviation, donc faire les rois, l'expression faire les rois, demoiselle, donc une sorte d'altérité linguistique ici. Et puis dans le fait que Charles, bercé au trot de son cheval, je cite toujours le texte, encore endormi par la chaleur du sommeil, se perçoit double, à la fois étudiant et marié. Tout se passe comme si le récit faisait se rencontrer plusieurs cosmologies, qu'il mettait le lecteur et Charles à la croisée des chemins, un peu comme dans ces contes où, perché sur le dos d'un animal, le héros masculin quitte son monde, ce monde, pour un autre et s'en va vers son destin. Par un chemin semé d'embûches, bien sûr. La veuve redoute d'ailleurs les accidents que son mari pourrait vivre sur le trajet. 6 bonnes lieues de traverse qui doivent le mener de Toth au Bertaux. En réalité, c'est ce que je voulais vous signifier, cette séquenciation qui est troublante sur le plan narratif, elle ne sert à rien narrativement. Elle est développée mais ne sert à rien. Elle n'a aucune nécessité factuelle. Elle est une véritable plutôt traversée des signes en clair-obscur d'une maison conjugale à un autre horizon matrimonial, puisque juste après il épousera Emma, pardon. Bon. Donc, il s'y déploie donc, c'est ce que je voulais vous dire, selon nous, toute une ethnologie qui est bien celle du rite de passage. La première séquence du rite, je le disais tout à l'heure, c'est la phase de séparation. Et le premier paragraphe, c'est bien une séparation avec le statut antérieur qui est sobrement manifesté par le texte. Madame, la veuve du Buc, montrait son dos. Et le jeu de correspondance entre le début du texte et la fin du texte, c'est jeu de correspondance matérielle et symbolique entre un monde qui se clôt, la serrure et les verrous, et un monde qui s'ouvre, le gamin avec ses sabots est là pour ouvrir la barrière, ouvrir les clôtures devant lui, signifie concrètement que le rite de passage est avant tout un rite de seuil à franchir, lever de la lune, lever du jour, lever de la barrière, chien de garde qu'il faut écarter, etc. La dernière séquence du rite de passage, c'est la phase d'agrégation. Au terme d'épreuves physiques, qui a par définition toute une dimension symbolique, l'obscurité ici, le froid, la pluie, les trous entourés d'épines, l'espace comme inhabité à perte de vue, cette phase doit permettre d'accéder progressivement à un nouveau statut, matrimonial, sexuel, existentiel. La dernière ligne du passage, une jeune femme en robe de mérino bleu, garnie, c'est la première apparition d'Emma, garnie de 3 volants, vint sur le seuil, je vous fais noter les mots, de la maison, le domestique, pour recevoir Monsieur Bovary, qu'elle fit entrer dans la cuisine où flambait un grand feu. La phase intermédiaire est donc dite phase de marge ou phase liminaire. Cette séquence rituelle est marquée ici par des traits spécifiques qui placent l'individu dans une situation d'entre-deux. Entre deux maisons,
entre nuit et jour, entre ciel et terre, entre chemin et traverse, entre éveil et sommeil, entre instinct et raison, entre songe et réalité, entre solitude et rencontre, entre l'ici et l'inconnu, entre les sensations du présent et la mémoire du passé, entre soi et soi. Notre récit résume en des termes étranges cet ensauvagement intime où l'on est à la fois et ceci et cela, Turner, dans une sorte de régression physique et psychique. Charles, enveloppé dans sa pelisse, encore endormi, se laisse bercer comme un enfant sur son dada, au petit trot de son dada, dans une forme de décivilisation indissociablement sociale, symbolique et somatique. Ce corps liminaire est presque subliminaire, là et sans contrôle de soi. Et là, je vais vous lire un des passages que vous avez là. Charles, de temps à autre, ouvrait les yeux, puis son esprit se fatiguant et le sommeil revenant de soi-même, il entrait dans une sorte d'assoupissement où ses sensations récentes, se confondant avec des souvenirs, lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié. La logique initiatique, entre deux, semble donc aller son bonhomme de chemin, si je puis dire, sauf que Charles, piètre lecteur des signes, n'en finit pas, dans la réalité du texte, d'être en réalité, ici, fort mal initié. Le futur initié, celui qui est en passe de passer, semble guidé bel et bien donc vers son destin, d'abord par son cheval qui va de lui-même, qui sait éviter tous les obstacles, puis par ce gamin venu à sa rencontre, lui montrer le chemin et qui lui ouvre la barrière. Le récit se met, disions-nous, à dialoguer avec le conte merveilleux. Et de fait, dans un article déjà ancien, de 1977, Juliette Frolich montrait à quel point ce chapitre 2 de la première partie dialoguait avec La Belle au bois dormant. Était une réécriture même de La Belle au bois dormant. Le héros, parti à la recherche de la fiancée cachée, endormi dans un château ensorcelé, vous connaissez le conte, dans l'exemplier 4 vous avez des extraits, défendu, donc le château est défendu par des arbres grands et petits et des ronces et des épines si entrelacées les unes dans les autres que bête ni homme n'y aurait pu passer. Et donc, effectivement, dans le récit flaubertien, la ressemblance, nous dit-elle, avec le décor du conte est relativement troublante. Alors, vous avez l'entrée au berthaud, on y est, c'est presque La Belle au bois dormant, les ornières devinrent plus profondes, on approchait des berthauds, le petit gars se coulant alors par un trou de haie disparu, puis il revint au bout d'une cour en ouvrir la barrière, le cheval glissait sur l'herbe mouillée, Charles se baissait pour passer sous les branches, les chiens de garde à la niche aboyaient en tirant sur leurs chaînes. Quand il entra dans les berthauds, son cheval eut peur et fit un grand écart. Alors évidemment, Frolich relève toute une série de motifs similaires ensuite dans le chapitre. La piqûre au doigt de la belle, le feu qui flamboie, le lit à baldaquin. Vous trouvez tout ça dans le chapitre de Flaubert. Elle conclut sur l'ensorcellement de Charles, prince charmé plutôt que charmant, effectivement, aux yeux éblouis duquel Emma, jusqu'à sa mort, gardera ses attributs de princesse de conte de fées. Mais il me semble que le récit pousse beaucoup plus loin sa réinterprétation du conte, dans le sens précisément d'un détournement, voire d'une inversion de la logique initiatique. Dans le conte, lorsqu'il comprend que la belle n'est plus très loin, le jeune prince se sent tout de feu. À peine il avance vers les bois que merveille, je cite le conte, vous avez les extraits, les arbres, tous les grands arbres, les ronces, les épines s'écartent d'eux-mêmes pour le laisser passer. On est loin, vous l'avez compris, de la laborieuse et incertaine chevauchée de Charles, de plus en plus difficile à mesure qu'il avance vers les berthauds. Alors il est obligé de les ornières sont profondes, il est obligé de se baisser, le cheval fait un grand écart, alors que jusque-là il marchait sans problème. À dire vrai, les mauvais signes s'accumulent depuis le début de la traversée. La noirceur de la nuit sans étoiles, le ton morne du ciel, les oiseaux immobiles. Jean-Marie Privat a montré à quel point le motif de l'oiseau de mauvais augure, Phil, est un motif filé dans le roman. L'étrange manipulation du temps au début du passage l'indique aussi. La lettre arrive à 11h du soir. Charles doit partir vers 3 heures plus tard. Mais c'est seulement vers 4 heures du matin qu'il se met en chemin, avec un temps de retard qui le fait arriver au matin, après 6 bonnes lieues traversées, non pas les 7 bonnes lieues magiques qu'on aurait eues dans le conte, et loin d'être endormi, c'est surtout ça, comme dans le conte, les chiens aboient,
Autre mauvais signe, le filet tout au long du roman. Et surtout, la belle n'est pas du tout endormie, vous l'avez vu. Elle est debout sur le seuil et elle ouvre la porte. Ce récit est donc plutôt un récit de mort, et c'est pour ça que j'utilise. C'est un demain des l'aube. C'est le demain des l'aube flaubertien, selon moi. Le sommeil qui donne son titre au conte, La Belle au bois dormant, et on le sait, une mort symbolique. C'est une autre manière de dire la marge adolescente ou la jeune fille, protégée par les ronces et les épines de sa virginité, se fait femme, comme Blanche-Neige dans son cercueil de verre. Bon. Perrault ne s'y trompe pas, qui insiste sur la mort apparente. Le texte de Perrault est magnifique. Hein. On eût dit d'un ange tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates, à la Belle au bois dormant, hein, et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. C'est clair. Emma n'est pas l'endormie de notre passage, mais le sommeil, on l'a vu, joue un rôle essentiel pour Charles et pour son épouse. On a déjà commenté celui de Bovary, mais revenons un instant sur ce curieux dédoublement que l'assoupissement lui fait éprouver entre souvenirs du passé et sensations récentes. Lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié, je l'ai lu tout à l'heure, et je continue, traversant une salle d'opéré comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait à l'odeur verte de la rosée. Il entendait rouler sur leurs tringles les anneaux de fer des lits d'hôpital et sa femme dormir. À la fois étudiant et marié, plutôt ni étudiant ni marié. On sait quel médiocre étudiant, tout le chapitre 1 nous l'a rappelé, il était, et que ces années d'études soient ramenées à des souvenirs de lit d'hôpital associés dans son esprit au lit conjugal est bien intéressant. C'est que cette femme qu'il entend dormir, on l'entend dormir, la veuve Dubuc, dans le texte, cette Dubuc sèche et acariâtre ne doit pas respirer doucement comme la belle du conte. Ce que laisse entendre aussi les points de suspension, comme il laisse entendre ce qu'annonce littéralement son sommeil ici, elle va vraiment mourir. À la fin du chapitre 2, miraculeusement, pour permettre le remariage de Charles. En tout cas, la mort semble partout ici, alors même que la descente aux enfers, alors je n'ai pas commenté les chiens de garde, donc il faut penser aussi au Cerbère de la mythologie, une vision infernale, donc alors même que la descente aux enfers de Charles ne fait que commencer, il n'est pas encore marié, ou plutôt donc recommencer. L'homme du dédoublement est tout autant un homme du redoublement. Cette entrée à la ferme redouble l'entrée au collège, il a passé 2 fois l'examen de médecine, il s'est marié 2 fois, il se marie 2 fois, il sera veuf 2 fois, et à chaque fois le narrateur nous précise qu'il ne comprend rien. En tout cas, pas l'essentiel. C'est un prince endormi qui ne peut devenir roi. Le père d'Emma, rappelez-vous, s'est cassé la jambe le jour de la fête des rois. Le prétendant, lui, arrive le lendemain et en retard. Comme le dicton le laisse entendre, passer le jour, passer la fête. Placé sous l'augure d'une jambe cassée, l'histoire des Bovary, mari et femme, n'en finira pas de boiter. Et Charles, d'être mal initié. Le roman de Flaubert est au fond l'histoire d'un impossible déniaisement. Ce qui est autre chose que de pointer, comme on le fait souvent, la niaiserie du personnage. Et ce que disent également tous les autres passages, vous verrez des rites de passages mettant en scène Charles. Par exemple, le mariage avec Emma, juste au chapitre qui suit, ou l'enterrement, chapitre 4, pardon, ou l'enterrement d'Emma quand elle va mourir. À chaque fois, vous aurez un déroulé précis des rites, et à chaque fois, vous trouverez des ratés par rapport à ce qu'on attendrait du rite, tel qu'il serait dans la réalité, par rapport à son déroulement attendu, ou en tout cas de subtils écarts. Mais de la passivité de Charles soulignée à chaque fois ce rituel montre un Charles complètement passif, quelque chose d'autre, à mon avis, qui n'est pas simplement retournement ironique des rôles sexués, peut se donner à lire. Alors, si vous me l'autorisez, je voudrais juste lire sur le document 4. Alors, je vous ai mis 5. On approche. Ah, ça va, je suis encore dans les temps, 30 minutes. J'ai bientôt fini. Je vous commente ça parce que ça me semble magnifique. Je vous ai mis dans le dernier document la noce au Berthaud, c'est la noce avec Emma, chapitre 1, partie 1, chapitre 4. Vous avez le déroulement, et là, si vous lisez dans les détails, vous comprenez tout de suite les légers écarts dont la robe est trop longue. Il est complètement passif, il ne l'aide pas à marcher. Et puis surtout, c'est la fin de la noce au Berthaud, c'est juste avant la nuit de noces. Et je vous lis ce passage extraordinaire.
Charles n'était point de complexion facétieuse, c'est juste avant la nuit de noces. Il n'avait pas brillé pendant la noce. Il répondit médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente, compliments et gaillardises, c'est une noce paysanne, que l'on se fit en devoir de lui décocher dès le potage. Le lendemain, sans transition. Le lendemain, en revanche, il semblait un autre homme. C'est lui, plutôt, que l'on eût pris pour la Vierge de la veille. Tandis que la mariée ne laissait rien découvrir où l'on put deviner quelque chose. Quelque chose s'est produit. Il semblait un autre homme. Mais sans doute pas dans le sens de la gaillardise, on l'a compris, programmée par la communauté des garçons, la sociabilité des jeunes hommes et de tous avant. Charles ne semble pas avoir tenu son rôle viril. C'est lui qui semble la Vierge de la veille. Et c'est elle qui est impénétrable. C'est le cas de le dire, non. Phrase à double entente, il est toujours... Alors, à double entente s'il en est, parce qu'honnêtement, je ne comprends pas exactement ce que signifie ici le narrateur. Est-ce qu'il est toujours nouveau et puceau, comme la jeune femme l'était la veille? Or, il a déjà été marié, Charles. Et ce serait presque un reniaisement. Ou bien, c'est lui qu'Emma a dû dépuceler. Je pense que c'est... L'un des autres moyens de la dévirilisation romanesque est la féminisation du personnage du personnage masculin, et pas seulement la virilisation d'Emma, qui elle est très connue. On en a beaucoup parlé de la virilisation d'Emma dans le roman. Mais ici, il y a peut-être quelque chose d'une féminisation du personnage masculin, ou peut-être d'une viriféminisation. Bon, lâchons le terme. En même temps, c'est en fait l'art du roman à construire des filles et des garçons manqués, entre guillemets. En même temps, dans cet autre homme qu'il est devenu, on peut lire peut-être aussi l'accès à une forme de sensibilité nouvelle, accordée au moins romantique de tous, à première vue, le bovin Bovary. Nous en voulons pour preuve l'extraordinaire comportement du personnage à la mort d'Emma. À la mort d'Emma, Charles devient Emma. Il est aussi romantique qu'elle. Il la fait revêtir de sa robe de mariée. Il achète 3 cercueils. Il couvre le cercueil où elle sera finalement d'un drap vert luxueux. Et surtout, c'est le passage que je n'ai pas le temps de lire, le cortège d'enterrement. Pendant le rite qui est très formel, très routinier, Charles s'émancipe par le rêve, il s'isole et se marginalise de tous, et le narrateur va faire la part belle à la nature, à qui il confère le rôle de procéder véritablement à l'adieu rituel. Bien mieux que les institutions civiles et religieuses qui sont ici complètement discréditées. Vous avez l'extrait. En fait, Charles bovarise, le narrateur aussi, Gustave peut-être... aussi, l'auteur. On connaît le fameux Emma, c'est moi, mais Charles, c'est lui aussi sans doute, lui qui se faisait nommer le garçon, Flaubert, c'est son surnom. Alors, je conclus. Notre propos a été d'expliciter la question de la virilisation en termes plus anthropologiques d'initiation, enfin en tout cas d'essayer, et de revenir sur les moyens que le roman moderne peut se donner pour la problématiser. Le roman n'est pas une ethnographie, mais il nous fait peut-être entrer dans l'intime des logiques culturelles. Et ce, avant, peut-être, en tout cas pour certains sujets, que les sciences sociales s'intéressent à ces sujets-là en ces termes. De ce point de vue, le roman est peut-être un observatoire des mœurs et surtout de leur mutation, et qui se met à privilégier les trajectoires singulières plutôt que les règles collectives. Et par exemple, Daniel Fabre disait que plutôt le point de vue de la victime que celui du groupe à un certain moment. Les entre-deux sont parfois les espaces-temps d'une émancipation, même très relative. Et si Charles n'est pas un personnage liminaire à part entière, il s'est marié 2 fois, il a un enfant, son parcours narratif, il suit l'ornière mais n'en prend pas moins des chemins de traverse, nous interroge bien en ces termes de liminarité et d'initiation. En tout cas, ce personnage est peut-être à la mesure du 19e siècle tout entier, d'un siècle tout entier, le 19e siècle, qui après la Révolution, et je rejoins les conversations qu'on a eues hier sur le 19e siècle post-révolutionnaire, qui d'une certaine manière n'a cessé de mettre en scène, je propose ça comme ça, le jour de la fête des rois, et à entendre au sens religieux et politique,
des pères qui se cassent la jambe et des fils qui arrivent en retard. Voilà. Merci.